Merci Najed pour ce magnifique voyage que l'on vient de faire avec toi, à travers le temps et à travers les expressions, jusqu'à Khada. Et donc, comme vous l'avez compris, un certain nombre de tableaux qui vous ont été présentés sont possibles. C'est une première à Lyon. Vous avez la possibilité d'aller les voir à la galerie donc François Souchot et à la Fondation Bulukian à partir de demain. Je vais maintenant passer la parole à Benamar Medienne. Benamar Medienne qui est professeur d'histoire de l'art, il est écrivain, il est spécialiste de Kateb Yassine, mais ce n'est pas de Kateb Yassine dont il va être question. Il va être question des interactions culturelles et des métissages des formes artistiques. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'il était professeur à l'université d'Alger, d'Oran et d'Aix-en-Provence. Et je te passe la parole, Ben. Merci beaucoup. Alors, quand il s'agit de modernité, et là, je vais un peu squatter le discours de Charles. Il a été question du père. Je crois que c'est Montaigne qui disait que la seule modernité que je connaisse, c'est la modernité que je vis. Il l'a dit il y a longtemps. Donc, cette question de la modernité est vécue constamment d'une séquence historique à l'autre, d'une génération à l'autre, d'une vie à l'autre et d'une année à l'autre. Et alors, dans cette histoire du père dont Charles a parlé, moi, je voudrais vous parler du mien, parce que de mon père. Mon père représente, à mon sens, à la fois le paradoxe le plus extraordinaire, le télescopage des temps entre la modernité et ce qui n'est pas modernité. Je vais vous dire pourquoi. Mon père était analphabète, il a été ouvrier toute sa vie, mais ouvrier de base, vraiment le manœuvre, on appelait ça le manœuvre spécialisé, c'est-à-dire qu'il a passé sa vie à pousser des wagons pleins de minerais, et ce wagon était déversé dans un four, et à la fin du cycle, on produisait de l'acier. Et pendant des années, pendant 30 ans, mon père a poussé le même wagon. Donc c'était la banque à muscles. Quelqu'un qui dans la seule modernité, c'était de savoir s'arc-bouter parce que je l'ai vu enfant pousser ce wagon. Et quand il est rentré en Algérie, puisqu'il travaillait en France, quand il est rentré en Algérie en janvier 1963, en quelques mois après l'indépendance, il avait ramené toutes ses économies, c'est-à-dire 700 000 francs, 7 000 francs anciens, donc qui représentait à peu près un an de salaire. Donc il ramène un an de salaire en Algérie. Mon père et ma mère avaient 7 garçons et une fille. Donc une sacrée tribu. Et qu'est-ce qu'il fait mon père, l'analphabète, le pousseur de wagons, le marcheur, parce qu'il a marché, il a beaucoup marché, et notamment il a marché entre 43 et 45 en Algérie, dans les Bouches-du-Rhône. Il est monté dans la vallée du Rhône, et mon père a découvert des villes qu'il n'aurait jamais découvert. Il a découvert Colmar, il a découvert Metz, il a découvert Nancy, il a découvert Koblenz. Il a fait l'occupant, mon père, en Allemagne. Il a libéré, et sans savoir probablement ce qu'il faisait réellement.
Enfin bref, il rentre en Algérie avec ces 700 000 francs, et que fait mon père? Il achète une librairie. Il ouvre la première librairie à Oran de l'indépendance. Alors, non seulement des livres, mais des disques aussi. Et mon père vendait des boléros de Ravel à tour de bras, sans savoir, évidemment, il avait retenu le nom de boléro, c'était beau, parce qu'il parlait très mal le français. Et donc, il était à la fois de plein pied dans la culture universelle, dans la modernité la plus moderne, mais également dans une forme d'archaïsme qui était la condition objective et subjective de son existence. Voilà, donc mon père a été libraire, marchand de disques, et un petit clin d'œil à Françoise, a été le premier galériste d'Oran, parce qu'il a ouvert une galerie dans la même librairie. C'est-à-dire qu'on exposait des peintres, on exposait des sculptures, des peintures, et cette librairie était devenue une polarité intellectuelle à Oran pendant des années, jusqu'à la faillite de la librairie, parce que toute bonne librairie doit faire faillite. Et donc, bon, voilà, c'est une mauvaise gestion de mes frères. Tout simplement pour vous dire combien cette question de la modernité est complexe, avec un fond émotionnel extrêmement important, où il y a de la subjectivité, et non pas seulement cette façon peut-être de construire le monde abstraitement à travers l'art, à travers la littérature ou à travers la science et les technologies. Alors, Najat nous a fait voyager également à travers le temps et à travers la beauté des choses, à travers ce que les hommes créent de beau, à travers la peinture. Mais alors, quelle est aujourd'hui, c'est la question qui se pose à moi, qui se pose à beaucoup de gens, c'est-à-dire quel est le statut, quelle est la place de l'art, de l'image artistique, du patrimoine artistique algérien dans la vie quotidienne, dans le quotidien des gens, dans le paysage urbain ou dans le paysage rural, dans les maisons, chez le bourgeois, dans les musées, à la présidence de la République, je sais pas, partout. Où se situe l'image, où se situe le beau. Et alors cette question du patrimoine artistique, à mon sens, est devenue d'une actualité pas seulement urgente, mais quasiment vitale. Quasiment vitale, parce qu'il semble que nous nous séparons de plus en plus de ce qui constitue ce fond symbolique dans lequel nous puisons pour toujours, constamment construire le sens dans notre existence singulière, sociale et politique, c'est-à-dire de construire également le sens dans le devenir, dans l'avenir. Et moi, là, il me semble qu'il y a tragédie parce qu'il y a carence, il y a manque de plus en plus terrifiant. Alors qu'en littérature, il y a une espèce de geyser qui éclate, de jeunes talents qui écrivent en français, qui ont 35, 40 ans, Salim Bachi ou Mustafa Benfoudil, et d'autres, Green, Kamel Daoud. C'est étonnant de dire comment des gens, des jeunes qui ont suivi l'école entièrement arabisée, comment dans cette atmosphère que nous vivons depuis 15-16 ans, cette lourdeur, cette menace, cette angoisse, comment on arrive à continuer à écrire des textes aussi beaux et à continuer à peindre, et à peindre d'une façon
aussi belle. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce sacré pays qui est le mien? Pourquoi l'art est si mal vu? Mal vu au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas, ou quand on le voit mal. Alors, on essaye de s'interroger. Dans les pays occidentaux, comme la France, le patrimoine français est posé. Il y a une distance entre l'individu et son histoire et son patrimoine. Et ce patrimoine, il est rendu visible à travers une très abondante littérature, mais aussi à travers ces monuments qui constamment rappellent de façon visible, de façon consciente ou tout simplement dans le fonctionnement continu de la vie que ceci est à moi, je me projette dans la profondeur du temps, dans les antériorités successives, le siècle de Louis XIV, ou la Révolution de 89, ou la Commune de Paris, ou la Résistance, ou l'école de Paris en peinture, etc., etc. Et là, il y a une chose significative, c'est que quand on parle de patrimoine, l'héritage du père, la traduction latine, mais aussi la recherche du père. C'est pas seulement l'héritage du père, on n'est pas dans la biologie ou dans le testament notarial, on est dans l'histoire, on est dans l'histoire à la fois familiale, tribale, locale, régionale, nationale, universelle, etc. Donc là, ce rapport au patrimoine se décline dans des sphères de plus en plus larges, de plus en plus grandes. Le monument, comme, je ne sais pas si c'est un hasard, non, c'est pas du hasard, c'est de la philologie, c'est de la linguistique. Le mot monument et le mot mémoire sont de même origine étymologique. Monere, mémoire, et monument appartiennent. Donc il y a le monument porte de la mémoire, et la mémoire agite le monument dans son existence. Il y a quelque chose d'accroché, d'articulé, c'est ces deux dimensions entre le monument et la mémoire. Et dans le patrimoine artistique, je parle de la France, de l'Occident, la chose se distingue de la relation que le monde arabe ou le monde algérien a. Bon, c'est que l'art chrétien, à sa naissance, se fait sur le mode de l'incarnation. Vous connaissez tous, vous n'êtes pas obligé de connaître, vous devez savoir que, par exemple, dans l'évangile de Jean, disant « Et le Verbe s'est fait chair », et donc il y a incarnation du Verbe en la figure christique. Dieu s'incarne lui-même. Dieu est physique. Dieu marche, Dieu a un visage, Dieu a un corps, et Dieu lui-même est supplicié. Et donc il y a la fondation ici de l'art chrétien sur la base d'une scène réelle. Et la figure du Christ qui va apparaître dans le fameux tissu de Sainte Véronique, quand le Christ montant pour aller au Golgotha tombe, et la femme qui lui applique le tissu sur la face du Christ s'imprime sur le tissu, et donc nous avons l'image, l'icône. Et cette femme s'appelle Véronique. Véronique, tout simplement, en grec, signifie vera icona, c'est-à-dire l'image vraie. Là, nous tombons dans un système donc d'incarnation
Et le christianisme va se développer sur cette base, donc de la figuration, de la passion et de la figuration des différentes scènes vécues par le Christ. Et là, donc, l'image devient un élément du rite chrétien. Alors, au moment, pour nous rapprocher, enfin pour comprendre la différence avec les sociétés arabes ou les sociétés où l'islam domine, chez nous, l'idée de patrimoine, là on trouve un point commun avec le père, patrimoine, il y a le mot père, patronyme, patriarche, père, dans le mot patrimoine. Dans la conception musulmane du patrimoine, il y a l'idée du père, mais ce père, il est dans son fils. Il est déjà, c'est-à-dire que le ab participe de la nomination, du patronyme, ab et ben. Je suis fils d'eux et père d'eux. Et chose extraordinaire, c'est que ab se constitue avec les deux premières lettres de l'alphabet arabe, alif et ba, et donc le ab est en même temps l'initiation à l'écriture, et c'est le père qui est porteur de l'écriture et porteur de la mémoire, puisque la mémoire et masculin en arabe sont de même signification. Le mot dhakkar, c'est le masculin, dhakira, même substantif, c'est la mémoire. Et donc voilà, le père, à la fois doté de cette puissance scripturaire de l'écriture, est détenteur et transmetteur de la mémoire. C'est la vieille tradition abrahamique. Abraham s'appelait Abraham, son premier nom d'où il est venu, c'est Ab, c'est du... C'est pas de l'hébreu, c'est pas de l'arabe, c'est à la fois du sumérien, c'est à la fois l'araméen surtout, l'araméen qui va constituer la base linguistique de l'arabe et de l'hébreu. Et donc Abraham, voilà, donc c'est Abraham, le père béni, Abraham. Donc, celui qui inaugure la généalogie, c'est le ab, c'est le père, et c'est lui le détenteur de la mémoire qu'il transmet à son fils. Alors, sur ce va se greffer cette question de l'image, qu'elle soit artistique ou autre, et qui va poser pendant des siècles un problème aussi j'allais dire ridicule, non, mais enfin, aussi insensé que ruineux. En fait, il n'y a pas d'interdiction de l'image. L'interdiction de l'image, ce sont des muftis, ce sont ceux qui ont transcrit les hadiths, c'est-à-dire la geste du prophète, et qui ont inclus cet interdit. Alors, si on prend Malik et l'autre grand spécialiste, l'autre grand transcripteur des hadiths, comment il s'appelle? Oh, personne ne me vient à l'aide. Ah non, c'est pas là-dessus. Il est connu, les hadiths selon Abu Hanifa. Non, pas celui-là. Tabari. Non. Bukhari, peut-être. Bon, l'autre. Bon, ça va rien. Oui, je crois que c'est bon. Non, mais ça va me revenir. L'autre. Alors, donc, au moment où ces deux imams codifient l'islam, c'est-à-dire lui donnent, c'est le 7e, 8e siècle.
de l'ère chrétienne. Donc l'islam a un siècle et demi. Donc on commence la codification par la sharia, le fiqh et les hadiths. Donc la transcription des hadiths. À ce moment-là, le 7e et le 8e siècle, qu'est-ce qui se passe dans cette région du monde, c'est-à-dire dans le monde de Damas, de Bagdad, de Palestine? C'est la grande guerre à l'intérieur du christianisme entre les iconoclastes et les iconophiles. Donc les iconoclastes sont ceux qui sont contre l'image, toute figuration de Dieu, c'est-à-dire dans le strict respect du décret mosaïque de Moïse, hein, tu ne te feras pas d'image de Dieu sous peine, etc., etc. Donc ils sont dans cette rigueur orthodoxe, hein, pas d'image. Et nous avons le courant iconophile qui veut justement se libérer de plus en plus des influences du judaïsme en créant évidemment ses propres codes, son droit canon, etc., etc. Et en même temps, il y a cet argument de dire bon, la figuration des scènes, de la scène et des scènes du Christ sont des éléments pédagogiques extrêmement utiles à l'enseignement du christianisme. Mais la guerre est féroce. La guerre est féroce entre les iconoclastes et les iconophiles. Donc ce sont les iconophiles qui l'emportent au concile de Nicée, en 700 et quelques. Et les iconoclastes, eux, se réfugient chez les musulmans, beaucoup en tout cas, se réfugient auprès des musulmans, qui adoptent, qui trouvent là, si vous voulez, quelque chose qui correspond bien à cette conception abstraite de la liturgie, du rite et des dogmes musulmans. Et là, ce sont les linguistes et les historiens qui avancent avec beaucoup d'arguments cette idée, et ils passent au crible le Coran et ils constatent d'abord une erreur fondamentale dans la signification du mot image. On a souvent traduit par soura, c'est faux. Soura veut dire forme, pas dire image. Ça ne veut pas dire image, ça veut dire forme. Dans l'examen attentif des linguistes, je parle, des philologues et des linguistes, le mot qui se rapproche le plus à celui d'image, c'est hanan, qui va connaître une autre signification dans la littérature, le hanan, la tendresse, l'affection, alors que la signification littérale, initiale, première, c'est image. Et là, on donne un certain nombre d'exemples. Et chose étrangement étrange, c'est qu'on trouve dans le Coran un mot qui correspond alors à image, mais qui est un mot grec. L'un des seuls mots étrangers à l'arabe dans le Coran, c'est le zougraphon, zaghrafa, qui veut dire dessin, qui veut dire forme, qui veut dire dessin mosaïque, etc. Eh bien, c'est du grec. Et donc, dans la révélation faite à Mohammed, à un moment, Dieu lui a parlé en grec. Enfin, au moins, en tout cas, ce mot. Au moins ce mot. Non, mais je trouve ça quand même extraordinaire. Il y a un seul mot, et ça, personne ne relève pourquoi ce mot grec. Bon, mais on sait que les Grecs étaient très nombreux dans le monde arabe, et que les grands philosophes arabes travaillaient le grec. Donc,
la langue grecque n'est pas quelque chose d'étranger, donc parce qu'il y a un environnement linguistique et Mohammed n'a pas entendu, ou il a entendu un mot grec, en tout cas, le mot existe, c'est la sourate 18, numéro du verset, je vous le dirai la prochaine fois. Alors, voilà, donc ces choses-là me paraissent importantes à dire quand on veut, quand on voit ce qui se passe dans mon pays. Il y a quelque chose de, il y a quelque chose de tragique, c'est-à-dire que en même temps, nous avons des femmes et des hommes d'un talent énorme dans tous les registres de l'art, que ce soit en musique ou en littérature. Charles en a parlé, Najat vient de faire un voyage à travers le temps, et nous avons surtout maintenant des artistes, des peintres qui sont au diapason de la recherche, de ce qui se fait un peu partout dans le monde, c'est-à-dire des expérimentations, des installations, des regroupements, et malheureusement, il y a une rupture dans la production individuelle, personnelle, donc de l'art, et la circulation de l'art dans la vie sociale et scolaire en particulier. Alors la tragédie, elle est là. La tragédie, elle est là. C'est cette absence d'iconographie, par exemple, de qualité, d'iconographie artistique, dans les ouvrages académiques, que ce soit l'école primaire, le lycée ou l'université. Faites une enquête pour savoir combien d'étudiants connaissent Radda. Faisons une enquête. C'est affolant. C'est affolant. Donc, parce que ce que l'on appelle, si vous voulez, la diffusion, la reproduction, la reproduction de l'œuvre. Walter Benjamin a travaillé là-dessus dans les années 30. Dans les années 30. Dire comment la reproduction permet cette circulation de l'art, même si l'œuvre originale reste au musée, mais le fait de sa diffusion permet de sensibiliser, mais surtout Walter Benjamin avait une très belle formule, de permettre aux gens de lever les yeux, de regarder, cette capacité du regard. Eh ben, on ne l'a plus en Algérie. Regardez, en Algérie, ils regardent comme ça, en oblique par terre, ou alors tout droit. On lève très peu les yeux, et ça signifie que quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose d'étrange et de triste. Quand il n'y a pas d'art, quand il n'y a pas de reconnaissance entre nous à travers un artiste, il y a quelque chose qui s'insinue, qui est plus que de la mélancolie, une espèce de tristesse inhibitrice, désastreuse. Alors que, on sait que l'art est l'art est quelque chose d'important dans le champ mental de l'individu. C'est pas le supplément d'âme de Malraux. Si c'était un supplément d'âme, de quoi serait faite l'âme? Non, l'art est quelque chose qui participe de notre âme, de notre esprit, enfin, de tout ce monde symbolique
qui est à la fois notre intimité et notre manière de communiquer avec l'autre. Il n'y a pas de profil humain à travers l'humanité, son histoire et à travers l'espace où il n'y a pas cette part de la création qui permet à la fois la projection dans l'antériorité et la projection dans le devenir des hommes. Et si l'art n'existait pas, je crois que on serait dans l'état sauvage. On serait dans l'état sauvage. Et l'état sauvage, l'Algérie l'a vécu. L'Algérie l'a vécu. L'a vécu, c'est-à-dire quand, au procès des assassins de Tahar Djaout, on pose à l'Aïada, le chef du réseau, on lui dit pourquoi vous tuez un poète, pourquoi vous tuez Tahar Djaout, un journaliste, un poète, c'est un écrivain, pourquoi vous l'avez tué? Vous savez ce qu'il a répondu? Il a répondu, les écrits de Tahar Djaout font mal au Coran. Ils font mal au Coran, vous vous rendez compte? Alors, ou c'est dire que le Coran est faible, c'est-à-dire que le poète n'importe quel poète peut lui faire mal, ou alors c'est d'accorder au poète une force, une capacité absolument extraordinaire, ce qui est plus près de la vérité. Plus près de la vérité. Ah, tout simplement pour dire que cet état que nous avons vécu, qui ne semble pas se résorber, et qui ne semble pas guérir par une espèce de catharsis collective à travers la fête et à travers la création, à travers l'art, mais au contraire, une espèce on s'enfonce un peu plus dans le puritanisme ridicule qui... Il n'y a plus de fête en Algérie. Il n'y a aucune fête. Il n'y a aucune fête. Enfin, je parle de la fête politique, de la fête où on sort, on écoute de la musique, où il y a des défilés, où on joue à la séduction, on se laisse séduire, où on mange de la barbe à papa ou de la kalantika. Pour moi, c'est ça. Là. Cette fête, ces fêtes-là ont disparu. Elles ont disparu depuis presque 30 ans. Depuis 30 ans. Alors, quel deuil vivons-nous là depuis si longtemps? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, je veux pas. Hein? Comment? On a encore 10 minutes. Non. Oui. Non, je vais prendre 5 minutes seulement. C'est pour peut-être aboutir à la question initiale que je me posais à travers de quelle modernité on est. Entrer dans le jeu des définitions ne paraît pas tellement pas possible et intéressant. Non, de traduire cette question par la question de l'esthétique de la vie. L'esthétique du décor dans lequel nous vivons, dans ce pays, et l'esthétique également comme modalité de jugement, comme modalité d'appréciation de ce qui est beau. Alors, dans le récit historique algérien lui-même, l'esthétique est complètement balayée. On ne s'attarde pas sur ces questions comme si c'était une indécence. C'est comme si il y a quelque chose il y a quelque chose de grave dans le champ mental
de ceux qui nous dirigent, y compris les ministres de la culture, qui sont censés être les plus ouverts, quoi. Il y a quelque chose d'inquiétant, quelque chose d'inquiétant à cette fermeture, à ne pas voir que nous vivons mal et que nous vivons dans la plus grande collection du monde de laideur, je crois que en architecture en particulier, dans l'agencement des vitrines, dans la construction, dans la façon de baliser, d'individualiser les espaces publics. Il y a quelque chose de suicidaire. Quelque chose de suicidaire. Bon, je parais un petit peu pessimiste, hein, mais c'est vrai. Alors je donnais souvent l'exemple, je dis, regardez les affiches des candidats à l'Assemblée nationale. Et alors là, c'est terrible, parce qu'on n'a pas envie de voter pour eux, on a envie de les flinguer. Oh. Ah oui, oui, oui. Non. Parce que, regardez, bon, par exemple, vous avez tel parti X. Bon, il fait une affiche de 1,50 m sur 2 mètres. Alors, il y a par exemple 30 candidats de cette liste. Il y a 30 photos d'identité. Alors, parfois, ils font la carte d'Algérie, parfois, ils font comme ça, un carré, un rectangle. Et vous regardez de près. Alors, bon, vous voyez les hommes tous gravement moustachus, moustaches comme ça, et les femmes aussi gravement hijabées. Et ce sont des élections, c'est-à-dire ce sont des élections de députés. Et il y a juste leur nom en bas. Il y a juste leur nom. Alors comment dire, quel est... Cela suppose quoi, cette façon de se présenter au suffrage des électeurs. Alors, non seulement ça ne donne pas envie de voter pour eux, mais ça ne donne pas envie de voter tout court, parce qu'il y a absolument, il y a cette image comme ça, c'est souvent une photo d'identité. Donc c'est les photos que l'on voit dans les commissariats recherchés pour... c'est exactement les mêmes photos. Il n'y a absolument aucun travail qu'on appelle tout simplement de la communication. C'est même pas de l'esthétique, c'est tout simplement de la communication. Eh bien, ces choses-là sont rendues de cette façon, qui sont une injure aux citoyens, une injure aux électeurs. Alors, quant à l'architecture, bon, il y a mon copain et collègue Miliani, on vit là-bas. Enfin, on voit comment les bunkers se construisent avec... alors, quand je disais que c'est l'international du mauvais goût, parce que si... quelqu'un revient je sais pas, du Cambodge, bon, il va faire une villa avec des formes pagodes, un petit peu, bon, pas très pagode, mais quand même il y a un petit air de pagode. Alors s'il vient du Tyrol, il va faire un truc un peu tyrolien. Et alors vous avez dans une ville comme Oran, le monde entier. Voilà, vous passez de la Birmanie au Tyrol c'est atroce. C'est atroce. Or, c'est ça, quand on aime l'art, et Victor Hugo disait qu'un citoyen avait le droit de porter plainte contre si quelqu'un nous inflige son mauvais goût, qu'on pouvait porter plainte. Il y avait un très beau texte de Victor Hugo là-dessus. Bon, nous, ça paraît difficile, mais pour dire qu'on est vraiment dans cette posture inquiète de voir des enfants de 8 ans, 9 ans qui voient il faut voir
les dessins qui illustrent les livres de lecture. C'est vraiment... C'est presque... oui, c'est un délit. Là, c'est un délit de mauvais goût et un délit de détournement d'enfants. Enfin, c'est une espèce de pédophilie par l'art. Oui, non, c'est vrai, il y a une espèce de viol. Hein, c'est un viol de l'imaginaire, et de l'imagination et de l'initiation citoyenne de l'enfant. Ben, cet enfant, élevé comme ça, ben, ne respectera pas la fleur du jardin public, ne respectera pas les choses qu'il voit dans les différents espaces. Bon, j'ai un petit peu dévié de mon sujet. Ben, t'as fini ton temps. Hein? J'ai fini mon temps en plus. Alors tout simplement vous dire que qu'on n'est pas sorti de l'auberge, parce que si il y a combien, il y a une dizaine d'écoles des Beaux-Arts en Algérie maintenant, en tout. Bon, hein? Il y en a une par wilaya. Il y en a une par wilaya. 48? 32. 32, il y a tant que ça? Ah bon? Bon. Eh ben voilà, merci beaucoup. C'était décidé